Mon père a pris mon frère, ma mère a pris ma sœur, et moi, j'ai fini à la charge de l'État. Des années plus tard, ils ont tous voulu revenir dans ma vie. Mais je n'étais plus l'enfant qu'ils avaient abandonné. Antoine, mon chéri, tu dois comprendre que ça ne te concerne pas. Alors pourquoi suis-je le seul à emballer mes vêtements dans des sacs poubelles? Maman, pourquoi Sophie peut-elle rester? Parce que le tribunal l'a décidé. Parce que vous n'avez les moyens que d'un seul enfant, n'est-ce pas? Arrête de rendre ça plus difficile que ça ne l'est. Je ne le rends pas difficile. C'est toi. Tu m'abandonnes. Madame Dubois sera là dans 10 minutes. S'il te plaît, rassemble tes affaires. Mon père a pris mon frère. Maman a gardé ma sœur. Et moi, j'ai fini par rebondir entre les maisons d'étrangers comme une balle de ping-pong que personne ne voulait attraper. Bonjour, je suis Antoine. Aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où ma famille a été divisée comme des restes de pizza que personne ne voulait vraiment. Mais avant de plonger, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la famille. Vous savez ce qui est fou avec le tribunal des affaires familiales? Il parle de l'intérêt supérieur de l'enfant comme si c'était une sorte d'expérience scientifique qu'il pouvait perfectionner. Mais quand vous avez 13 ans, debout dans un tribunal stérile, à regarder vos parents découper vos frères et sœurs comme s'ils divisaient les meubles, vous réalisez que les adultes aussi improvisent. Ils sont juste meilleurs à porter des costumes pendant qu'ils gâchent votre vie. Le mariage de mes parents tournait au vinaigre depuis des années. Papa se terrait dans son entreprise de construction, rentrant à la maison couvert de sueur et d'épuisement. Maman plongeait tête baissée dans ses gardes d'infirmière à l'hôpital général, faisant des doubles pour éviter de rentrer à la maison et faire face à la tension. Mon frère aîné, Lucas, avait 15 ans et était déjà mentalement ailleurs. Sophie avait 8 ans, encore assez jeune pour croire que maman et papa pourraient s'en sortir. Et moi, j'étais coincée en plein milieu à 13 ans. Enfant du milieu, au milieu du chaos, au milieu de nulle part. Nous devons avoir une réunion de famille, annonça papa un samedi matin. Sa voix avait ce ton que les adultes utilisent quand ils sont sur le point de gâcher votre vie. Les crêpes que maman avait faites sont restées froides dans nos assiettes pendant qu'ils expliquaient qu'ils allaient divorcer. Lucas s'est contenté de hausser les épaules comme s'il s'y attendait depuis des mois. Sophie a fondu en larmes. Je suis restée assis là, faisant des calculs dans ma tête. 3 enfants, 2 parents. Quelqu'un n'allait pas rentrer dans cette équation. Nous allons régler la garde pour que tout le monde soit pris en charge, promit maman. Mais sa voix tremblait comme si elle essayait de se convaincre elle-même autant que nous. 6 mois plus tard, j'ai appris exactement ce que pris en charge signifiait dans le langage des adultes. La bataille pour la garde s'est transformée en Seconde Guerre mondiale avec des avocats au lieu d'armée. Maman nous voulait tous les 3. Papa s'est battu pour nous 3. Mais la juge Leroy, cette femme sévère aux cheveux argentés et sans aucune patience, a regardé notre dossier comme si elle résolvait un problème de mathématiques au lieu de décider de notre avenir. Étant donné les circonstances, annonça-t-elle, feuilletant des papiers comme si nos vies n'étaient qu'un autre mardi après-midi. J'accorde la garde principale de Lucas à Monsieur Lefebvre, car l'adolescent a exprimé une forte préférence pour rester avec son père et continuer dans son lycée actuel. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Sophie restera avec Madame Lefebvre, car les jeunes enfants bénéficient généralement d'une stabilité maternelle. Et Antoine? L'avocat de maman posa cette pause qui me parut durer une éternité. La juge Leroy s'éclaircit la gorge. L'enfant du milieu présente des défis uniques et c'est là que mon monde s'est complètement effondré. Les 2 parents ont cité une contrainte financière importante due à la procédure de divorce. La juge Leroy continua, et je sentis mon estomac se tordre comme si j'étais sur des montagnes russes. Aucun foyer n'a actuellement l'espace ou les ressources adéquats pour 2 enfants, compte tenu de l'emploi du temps exigeant de Monsieur Lefebvre et des gardes tournantes de Madame Lefebvre à l'hôpital. L'air dans cette salle d'audience est devenu lourd. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Sophie tenait la main de maman, complètement inconsciente de ce qui se passait. Lucas fixait ses baskets comme si c'étaient les choses les plus fascinantes du monde.
Par conséquent, je recommande un placement familial temporaire pour Antoine jusqu'à ce que les deux parents puissent stabiliser leur situation de vie et démontrer des ressources adéquates pour une garde supplémentaire. Temporaire ? Comme si j'étais un livre de bibliothèque qu'on ne pouvait pas renouveler pour le moment. C'est insensé. Je me levai de ma chaise et tous les adultes dans cette pièce me regardèrent comme si je venais de jurer à l'église. Je ne suis pas un enfant quelconque qu'on peut juste déplacer. Je suis leur fils. Antoine, assieds-toi, siffla papa, son visage devenant rouge. Non, c'est complètement fou. Ce n'est pas parce que je suis au milieu que vous pouvez faire comme si je n'existais pas. La juge Leroy frappa son marteau si fort que ça sonna comme un coup de feu. Jeune homme, je comprends que c'est difficile, mais les éclats ne changeront pas la décision du tribunal. Vous ne comprenez rien. Vous nous séparez comme si nous étions de vieux meubles à vendre dans un vide-grenier. Cet éclat n'a certainement pas aidé mon dossier. Mais j'avais 13 ans et je regardais ma famille se faire déchirer par des adultes qui ne m'avaient même jamais rencontré avant ce jour-là. 2 semaines plus tard, Madame Dubois du service de protection de l'enfance s'est présentée à notre appartement avec un presse-papier et un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'étais assis sur mon lit, fixant mes vêtements entassés dans des sacs poubelles parce que nous n'avions pas de valises appropriées pour tous les 3 enfants. Antoine, mon chéri, tu dois comprendre que ça ne te concerne pas, dit maman pour la 100e fois. Mais sa voix se brisa comme du verre. Alors pourquoi suis-je le seul avec des sacs emballés, ripostai-je. Pourquoi Sophie peut-elle garder sa chambre, ses jouets, sa vie pendant que je suis envoyée chez des étrangers? Le tribunal l'a décidé. Le tribunal a décidé que toi et papa êtes trop fauchés et trop occupés pour gérer 3 enfants. Alors vous avez choisi vos préférés et je suis le reste. Le visage de maman se froissa. Ce n'est pas juste. Juste? Je ris, mais le son était amer et dur. Qu'est-ce qui est juste dans tout ça? Je regardais Lucas, espérant que mon grand frère allait enfin prendre ma défense, dire quelque chose, n'importe quoi. Il continua juste à faire défiler son téléphone comme si j'étais déjà parti. Sophie pleurait dans le salon, ne comprenant probablement même pas pourquoi son grand frère partait. Et mes parents, ils avaient l'air soulagés. C'est ce qui m'a le plus détruit. Le soulagement dans leurs yeux, comme si j'étais un énorme problème qu'ils résolvaient enfin. Madame Dubois s'éclaircit la gorge. Antoine, je sais que c'est difficile, mais les Mercier sont une famille formidable. Ils accueillent des enfants depuis des années. Et assez, grommelai-je en mettant mon sac sur mon épaule. Faisons-en vite. En nous dirigeant vers la porte, je me retournai une dernière fois. Ma famille, mon ancienne famille, se tenait là, me regardant partir comme si j'allais en colonie de vacances au lieu d'être exilé du seul foyer que j'avais jamais connu. La famille Mercier dirigeait sa maison comme un camp d'entraînement militaire. Des tableaux de tâches couvraient le réfrigérateur. Les repas étaient programmés à la minute près, et l'extinction des lumières était strictement appliquée à 21h. Ils avaient 2 enfants biologiques et 4 enfants placés entassés dans leur pavillon de banlieue à plusieurs niveaux. Tu as de la chance, dit Théo, un autre enfant placé qui était là depuis 8 mois. Certains endroits sont bien pires que ça. De la chance? Mes parents habitaient à 25 minutes et j'aurais tout aussi bien pu être sur Mars. Au moins tes parents sont encore en vie, répliqua Théo quand je me suis plaint. Les miens sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 10 ans. Ils n'avaient pas tort. Cela n'a pas rendu la douleur moins forte pour autant. J'ai tenu 4 mois chez les Mercier avant que tout ne tourne mal. Leur fils biologique, Tristan, trouvait hilarant de fouiller mes affaires quand je n'étais pas là. Un jour, je suis rentré de l'école et je l'ai trouvé en train de montrer à ses amis la seule photo qu'il me restait de toute ma famille réunie. Notre dernier Noël avant que tout ne s'effondre. Regardez la fausse famille du gamin placé. Il rit, agitant la photo. Quelque chose a cédé en moi. Je l'ai plaqué là, dans le couloir, et nous sommes tous les 2 tombés lourdement. Ses amis se sont dispersés comme des cafards quand les lumières s'allument. Tristan s'est retrouvé avec un œil au beurre noir et le nez en sang. Je me suis retrouvé au bureau de Madame Dubois. Antoine, nous ne pouvons pas tolérer la violence dans les placements, dit-elle, mais sa voix était fatiguée, pas en colère. Les Mercier sont de bonnes personnes, mais ça ne fonctionne pas. L'étape suivante fut la famille Martin.
Ils étaient assez gentils, mais ils étaient clairement là pour le chèque mensuel de l'État. 6 enfants placés entassés dans 2 chambres comme des sardines. Je partageais un lit superposé avec un enfant nommé Léo, qui faisait des cauchemars toutes les nuits, criant dans son sommeil à propos de choses que je ne voulais pas imaginer. « Quelle est ton histoire ?» lui ai-je demandé une nuit après qu'il se soit réveillé en sueur et tremblant. « Papa est en prison pour vol à main armée. Maman est décédée d'une overdose l'année dernière. Famille d'accueil depuis. » Il me regarda dans la faible lumière filtrant à travers les rideaux. « Et toi ? » Mes parents ont divorcé. Ils ne voulaient pas s'embêter avec 3 enfants, alors ils ont gardé les faciles et m'ont largué. C'est vraiment n'importe quoi, mec. Ça l'était. Mais en famille d'accueil, l'histoire de tout le monde est n'importe quoi. C'est comme ça que nous nous sommes tous retrouvés là. J'ai essayé d'appeler à la maison toutes les semaines, mais c'était comme essayer de joindre des gens qui avaient déménagé sur une autre planète. Papa était toujours sur un chantier ou trop fatigué pour parler. Maman était soit à l'hôpital, soit à gérer les problèmes de Sophie. Lucas a arrêté de prendre mes appels après le premier mois, et je pouvais entendre le soulagement dans sa voix quand il disait qu'il était trop occupé avec les affaires de l'école. Seule Sophie me parlait, et seulement quand elle pouvait se faufiler le téléphone de maman. « Quand rentres-tu à la maison, mon petit Antoine ?» chuchotait-elle. « Bientôt, mon petit insecte. » Très bientôt. Nous savions tous les deux que je mentais. Le placement chez les Martin a duré 5 mois avant que Monsieur Martin ne perde son emploi et qu'ils ne puissent plus tous nous garder. Retour au foyer pour 3 semaines, puis rebondissement vers une autre famille. C'est là que j'ai rencontré les Dubois et que tout a changé. La famille Dubois était différente dès le premier jour. Le docteur Dubois travaillait comme pédiatre à l'hôpital des enfants et Madame Dubois enseignait le CE2 à l'école élémentaire Pasteur. Ils avaient une fille, Manon, qui était à l'université d'État pour devenir enseignante comme sa mère. Nous savons que c'est incroyablement difficile, dit Madame Dubois lors de ma première nuit, assise au bord du lit dans ce qu'elle appelait ma chambre. Pas la chambre d'accueil ou la chambre d'amis, mais ma chambre. Nous n'essayons pas de remplacer ta famille. Nous voulons juste te donner un endroit sûr pendant que les choses se règlent. Les choses ne se règlent pas, lui dis-je sans détour. Mes parents ont choisi leur préféré. Je suis ce qui reste. Tu n'es pas des restes, dit-elle fermement. Et quelque chose dans sa voix me fit réellement regarder son visage. Tu es une personne entière qui mérite l'amour et la stabilité, peu importe ce que quiconque a décidé. Je voulais la croire, mais quand on a été ballotté comme un cadeau de Noël indésirable pendant plus d'1 an, on arrête de croire aux contes de fées assez rapidement. Mais lentement, j'ai commencé à m'intégrer au rythme de la famille Dubois. Le docteur Dubois m'aidait avec mes devoirs d'algèbre à la table de la cuisine tous les soirs, expliquant patiemment les équations jusqu'à ce qu'elles aient réellement un sens. Madame Dubois m'a appris à faire ses lasagnes célèbres et m'écoutait quand je parlais des drames de l'école ou de mes frères et sœurs qui me manquaient. Quand Manon est rentrée pour les vacances de la Toussaint, elle m'a traité comme un petit frère agaçant au lieu d'un cas de charité, ce qui était en quelque sorte incroyable. C'était ce qui ressemblait le plus à la normalité que j'avais connue depuis que la juge Leroy avait détruit ma vie. Puis ma mère a appelé avec une nouvelle qui a brisé mon fragile sentiment de sécurité. « Antoine, mon chéri, j'ai une merveilleuse nouvelle. » Sa voix était plus joyeuse que je ne l'avais entendue depuis des années. Je me remarie. Je fixai le téléphone comme s'il s'était transformé en serpent. Quoi ? Il s'appelle David Lambert. C'est un homme formidable. Il travaille dans l'administration hospitalière. Il a une fille du même âge que Sophie, et elles s'entendent si bien. C'est comme si nous étions destinés à être une famille. C'est super, maman. Les mots me parurent comme du verre dans la gorge. Je sais que ça a été très difficile pour toi, mon chéri, mais les choses s'améliorent enfin. David a cette belle maison en banlieue, beaucoup plus stable que mon ancien appartement, alors je pensais peut-être. Mon cœur s'arrêta net. Je peux rentrer à la maison ? Le silence s'étira entre nous comme un pont sur le point de s'effondrer. Eh bien, c'est compliqué, mon chéri. David n'est pas vraiment à l'aise avec. Je veux dire, nous sommes encore en train de nous adapter en tant que nouvelle cellule familiale et introduire un adolescent dans le mélange pourrait être
Tu veux dire qu'il ne veut pas que ton fils place et gâche sa nouvelle famille parfaite? Antoine, ce n'est pas juste. Je raccrochai. Madame Dubois me trouva en pleurs dans ma chambre 20 minutes plus tard. Des larmes laides et colériques que j'avais retenues pendant des mois. Elle me remplace, sanglotai-je. Elle a sa nouvelle famille parfaite, et je n'en fais pas partie. Madame Dubois s'assit sur mon lit et me tint pendant que je pleurais comme je ne l'avais pas fait depuis que tout ce cauchemar avait commencé. Tu n'es pas remplaçable, mon chou, murmura-t-elle. Personne ne pourrait jamais te remplacer. Mais les actions parlaient plus fort que les mots, et les actions de maman criaient assez fort. Cet appel téléphonique a changé quelque chose de fondamental en moi. J'ai décidé d'arrêter d'attendre que ma famille biologique se souvienne que j'existais et de commencer à construire quelque chose de nouveau. Je me suis jetée à corps perdu dans l'école comme si ma vie en dépendait. J'ai rejoint l'équipe de cross-country, j'ai commencé à donner des cours de soutien à des enfants au centre communautaire local, j'ai fait du bénévolat au refuge pour animaux le week-end. Les Dubois ont tout soutenu, se montrant à mes courses quand mes vrais parents étaient trop occupés à vivre leur nouvelle vie séparée pour même me rappeler. Tu es incroyablement résilient, me dit le docteur Dubois après que j'ai gagné mon premier 5 km. C'est un super pouvoir, tu sais. Je ne veux pas être résilient, avouai-je, encore à bout de souffle après la course. Je veux être désiré. Tu es désiré, dit-il simplement. Par nous, par cette famille. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'avais imaginé. Au cours de la dernière année et demie, les Dubois étaient devenus plus qu'un simple placement. Ils étaient devenus ma maison. Le genre de personnes qui se montraient, qui restaient, qui ne s'enfuyaient pas quand les choses devenaient compliquées. Pendant ce temps, ma famille biologique continuait à vivre leur conte de faits séparés. Lucas postait des photos Instagram de Marseille, où papa avait déménagé son entreprise. Nouveaux amis, nouvelle école, nouvelle vie qui ne m'incluait pas. Le Facebook de maman était rempli de photos de sa famille recomposée parfaite. David, Sophie et la fille de David, Chloé, tous souriant lors de matchs de baseball et de barbecues familiaux auxquels je n'étais pas invitée. Sophie me textait encore parfois, mais de moins en moins à mesure qu'elle s'absorbait dans sa nouvelle dynamique de sœur avec Chloé. Je pouvais la sentir s'éloigner, elle aussi. Et ça faisait plus mal que tout. Puis vint le rebondissement qui faillit me briser complètement. Papa a appelé pour mes 16 ans. Antoine, joyeux anniversaire, mon fils. Écoute, j'ai une nouvelle incroyable. Je me marie. Félicitations, dis-je d'une voix plate, en remuant la pâte à gâteau d'anniversaire que Madame Dubois me laissait aider à préparer. Elle s'appelle Rebecca Morel. Elle est fantastique. Elle travaille comme infirmière praticienne. Elle a des jumeaux d'environ 10 ans. Nous achetons cette incroyable maison à Bordeaux avec beaucoup de place pour tout le monde. Laisse-moi deviner, l'interrompis-je. Pas assez de place pour moi, par contre. Silence à l'autre bout du fil, puis, eh bien, Rebecca pense qu'introduire un adolescent dans la dynamique familiale pourrait être perturbateur pour l'adaptation des garçons. D'accord. Perturbateur. C'est ce que je suis. Ne sois pas comme ça, Antoine. Une fois que nous serons tous installés, peut-être que nous pourrons. Papa, arrête. Arrête juste de faire semblant que tu vas revenir me chercher. Ça fait presque 3 ans. Je comprends. Toi et maman avez eu vos familles de remplacement, et je suis le rappel de l'ancienne famille brisée. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi suis-je toujours en famille d'accueil? Il n'avait pas de réponse. Il n'en avait jamais. Cette nuit-là, les Dubois m'ont organisé une fête d'anniversaire. Rien de fantaisiste, juste un gâteau, quelques amis de l'école et des gens qui se souciaient vraiment que j'ai fait une année de plus. Simple, mais ils étaient présents. C'est tout ce que j'avais toujours voulu. Antoine, dit Madame Dubois ce soir-là. Nous devons te parler de quelque chose. Mon estomac se serra. Même les bons placements finissaient par se terminer. Je me préparais à un autre adieu. Nous en discutons depuis des mois, continua le docteur Dubois. Et si tu es intéressé, nous aimerions t'adopter. Les mots ne s'enregistrèrent pas tout de suite. Quoi? Nous savons que tu n'es plus un petit enfant, dit Madame Dubois rapidement, voyant probablement le choc sur mon visage.
Tu auras 18 ans dans 2 ans, mais nous voulons que tu saches que c'est ta maison permanente si tu le souhaites. Mais je ne suis pas hispanique. Je ne suis pas vraiment le vôtre. Le docteur Dubois se pencha en avant. La famille n'est pas une question de sang, Antoine. C'est une question de qui se montre constamment. Nous nous montrons depuis 1 an et demi. Nous voulons continuer à nous montrer pour toujours. Tes parents ont déjà signé les papiers, ajouta Madame Dubois doucement. Ils ont convenu que c'était dans ton intérêt supérieur. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Le dernier abandon, soigneusement et légalement ficelé. Mais en regardant les Dubois, en les regardant vraiment, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas un abandon. C'était la liberté. La liberté d'attendre des gens qui ne reviendraient jamais. La liberté d'accepter l'amour qui m'était réellement offert. Oui, dis-je, la voix brisée. Oui, je le veux plus que tout. L'adoption a été finalisée 4 mois plus tard. Mes parents biologiques n'ont pas assisté à l'audience, trop occupés par leur nouvelle vie. Lucas était débordé par les candidatures universitaires. Seule Sophie a envoyé quelque chose. Une carte faite à la main, couverte de paillettes et d'autocollants, qui disait « Félicitations pour ta famille pour toujours. Je t'aime, ta sœur pour toujours. » J'ai toujours cette carte glissée dans mon portefeuille. La vie avec les Dubois, mes parents maintenant, n'était pas parfaite. J'avais des problèmes de colère qui ne disparaissaient pas comme par magie avec des papiers légaux. Un traumatisme d'abandon qui refaisait surface à des moments étranges, comme lorsqu'il sortait dîner sans moi, ou lorsque le docteur Dubois travaillait tard à l'hôpital. Je les repoussais constamment, testant s'ils partiraient eux aussi. Ils ne sont jamais partis. Ni pendant les séances de thérapie où je rageais contre ma famille biologique. Ni pendant les cauchemars où je me sentais indésirable. Ni pendant les moments où je me comportais délibérément mal juste pour voir s'il y avait une limite à leur patience. J'ai obtenu mon diplôme du lycée avec mention. Les Dubois étaient au premier rang, acclamant plus fort que quiconque. Mes parents biologiques ont envoyé des cartes de félicitations avec des billets de 20 € à l'intérieur. Lucas a envoyé un SMS, « Félicitations, frérot. » Mais Sophie est venue. Elle s'est échappée de la famille parfaite de maman pour regarder son frère du milieu traverser la Seine. « Tu m'as tellement manqué », a-t-elle chuchoté lors de notre étreinte après. « Toi aussi, mon petit insecte. Es-tu heureux avec eux ?» Elle a regardé les Dubois qui tenaient des ballons et des fleurs avec mon nom dessus. « Oui, dis-je, regardant mes parents choisir rayonner de fierté. Je le suis vraiment. L'université a apporté de nouveaux défis et opportunités. J'ai étudié le travail social, ne surprenant absolument personne qui connaissait mon histoire. Les Dubois m'ont soutenu à travers chaque semestre, chaque doute, chaque succès. Manon est devenue la sœur que j'ai choisie, me taquinant sur mes petites amies et m'aidant à écrire des essais pour les candidatures aux études supérieures. « Tu sais ce que tu es », a-t-elle dit lors d'une de nos sessions d'études nocturnes. « Tu n'es pas adopté, tu es sélectionné. Maman et papa t'ont choisi parmi toutes les personnes qu'ils auraient pu aider. » C'était une belle façon d'y penser. Pendant ma 3e année, l'appel téléphonique que j'attendais à moitié est finalement arrivé. « Antoine ?» La voix de maman était plus petite que dans mes souvenirs. « J'ai besoin de te parler. »« David est parti », dit maman sans préambule. « Le divorce a été finalisé le mois dernier. Et Sophie, elle a vraiment du mal. Elle ne cesse de demander de tes nouvelles. Et je réalise, mon Dieu, Antoine, je réalise que j'ai fait de terribles erreurs, d'énormes. Je pensais faire ce qui était le mieux pour tout le monde, mais je faisais juste ce qui était le plus facile pour moi. Il t'a fallu 7 ans pour comprendre ça. Je suis désolée. Je suis incroyablement désolée. Y a-t-il une chance que nous puissions recommencer, construire une sorte de relation ? J'y ai réfléchi. Vraiment envisagé. L'adolescent de 13 ans en moi voulait crier « oui », pour courir vers la mère qui avait choisi la commodité plutôt que mon existence. Mais l'homme de 20 ans savait mieux. « Nous pouvons parler », dis-je finalement. « Mais j'ai des parents maintenant. Ils étaient là quand tu ne l'étais pas. Cela ne changera pas. »« Je comprends », murmura-t-elle. Nous avons parlé lentement, prudemment,
comme des étrangers apprenant la langue de l'autre. J'ai renoué avec Sophie, qui a maintenant 15 ans et qui gère ses propres problèmes d'abandon après que David a abandonné leur famille parfaite. Je suis devenu le grand frère dont elle avait besoin, celui qui comprenait ce que c'était que d'être jetable. Papa a également tendu la main après l'implosion de son deuxième mariage. C'est amusant de voir comment les gens se souviennent de vous quand leur nouvelle famille s'effondre. Lucas et moi avons pris un café quand il était en ville pour les vacances. Maladroit mais civil. J'aurais dû me battre pour toi, a-t-il avoué, fixant son latte. J'avais 17 ans et j'étais égoïste et effrayé, mais ce n'est pas une excuse. Nous étions tous effrayés, ai-je dit. La différence, c'est que je n'ai pas eu le choix de l'affronter. Tu nous détestes ? Non, ai-je répondu honnêtement. Vous êtes des étrangers qui partagent mon ADN. Les Dubois sont mes parents. Il hocha tristement la tête. Je suppose que nous l'avons mérité. Il l'avait. Maintenant, je travaille dans un foyer pour adolescents en famille d'accueil. Des enfants comme Léo et Théo, comme j'avais été perdu, en colère, convaincu qu'ils étaient indésirables et impossibles à désirer. Personne n'adopte les adolescents, me dit amèrement un enfant, David. Nous sommes trop vieux, trop abîmés. J'ai été adopté à 16 ans, lui ai-je dit. Par des parents qui m'ont vu, pas mes bagages. Oui, c'est ça. Où étaient tes vrais parents ? Ils construisaient leur nouvelle famille sans moi. Mais tu sais quoi ? Leur perte. Je me suis retrouvé avec des parents qui m'ont choisi exprès, pas par accident biologique. Ce n'était pas le réconfort qu'ils voulaient, mais c'était la vérité dont ils avaient besoin. Les Dubois viennent à mon appartement tous les dimanches pour dîner. Nous cuisinons ensemble. Madame Dubois m'apprend des recettes de famille pendant que le docteur Dubois raconte des blagues de papa absolument terribles. Manon apporte maintenant son fiancé et il parle d'enfants. Je vais être un oncle, un vrai. Tu seras un merveilleux tonton, dit Madame Dubois, utilisant le mot espagnol pour oncle, qui semble plus naturel que l'anglais. Maintenant tu comprends ce que signifie être une famille choisie. C'est le genre le plus important. Elle a raison. J'étais l'enfant de trop, celui qui ne rentrait pas dans la nouvelle vie de mes parents. Mais je suis devenu le fils choisi, sélectionné par des gens qui n'avaient pas à m'aimer, mais qui ont décidé de le faire quand même. Mes parents biologiques m'ont appris que la famille peut partir. Les Dubois m'ont appris que la famille peut aussi arriver inattendue, imparfaite, et absolument parfaite pour vous.